Bien, merci beaucoup. Et puis, je vous dis bonjour et bienvenue à cette journée qui marque les 10 ans des commissions Godbout-Robillard sur la fiscalité québécoise, sur la révision des programmes. Je suis vraiment très heureuse d'avoir la chance de participer à cet événement aujourd'hui parce que je trouve que ça pourrait être difficilement plus d'actualité, tellement d'actualité qu'on a un peu l'impression qu'on est en train de rejouer dans le même film qu'en 2015. C'est un peu comme le jour de la marmotte, là, vous savez, ce film où les personnages sont coincés dans une bulle spatio-temporelle, puis ils revivent, ils se réveillent sans cesse la même journée. Donc, aujourd'hui, on a un déficit record. La rigueur budgétaire redevient un must. On va devoir assainir nos finances publiques. Ça va exiger un effort inédit et ça va être particulièrement difficile que les services craquent de partout, ne semblent pas être à la hauteur de ce que la population réclame. Et, bien évidemment, il y a l'élection de Donald Trump qui pose une menace très sérieuse sur notre économie. Donc, je pense que dans ce contexte-là, alors qu'on cherche des outils pour retrouver l'équilibre budgétaire, c'est vraiment très utile de regarder dans le rétroviseur puis de voir quels sont les apprentissages qu'on peut tirer de l'exercice qui a été fait il y a 10 ans par les deux commissions. Et puis, pour commencer la journée, parce qu'il va y avoir une foule de panels extrêmement intéressants qui vont décortiquer tout ça, mais moi, on m'a demandé de vous ramener en arrière puis de camper le contexte qui a mené au lancement de ces deux commissions-là. Alors, si on veut faire la genèse comme il faut, je pense qu'il faut remonter dans le temps jusqu'au début des années 2010. On est à la fin des années Charest. On ressent encore les effets de l'éclatement de la crise du crédit. Le Québec accuse un déficit structurel. Les gouvernements successifs n'ont pas réussi à le résorber. Le gouvernement Charest avait accordé des baisses d'impôts records depuis son arrivée au pouvoir. Et puis là, tout tranquillement, il est en train de reprendre toutes les largesses qu'il avait accordées avec différentes mesures. Vous vous souvenez sûrement de l'augmentation de la TVQ, de la contribution, de la création d'une taxe santé, notamment. On mise beaucoup sur le principe de l'utilisateur-payeur, notamment avec une mesure qui n'a pas fait tant de bruit que ça quand on l'a annoncé étrangement dans le budget, la hausse des droits de scolarité. Mais ça a fini par déclencher un fameux concert de chaudron. Donc, en mars 2012, c'est le printemps érable, les carrés rouges font beaucoup de bruit et le gouvernement Charest, finalement, déclenche des élections. Donc, on entre en campagne électorale. Le Parti québécois met de l'avant des idées fortes, mais des idées qu'il va avoir un peu de difficulté à implanter après son élection. Pour financer l'abolition de la taxe santé, qui est très impopulaire, le PQ veut augmenter l'impôt sur les dividendes et sur le gain en capital. C'est drôle, on entend parler de ça aujourd'hui. Mais le Québec, il peut difficilement agir en solo parce que sans le fédéral, c'est un peu compliqué, la coordination. Donc, ça ne va pas se faire. Et le PQ veut aussi hausser l'impôt des riches, mais rétroactivement. Et ça n'avait pas été très clair durant la campagne. Ça va provoquer un tollé après l'élection. Finalement, il va y avoir une hausse, mais quand même beaucoup moins forte que prévu. Bon, on arrive en février 2014. Là, le ministre des Finances, Nicolas Marceau, présente son deuxième budget. Mais dans le budget, il n'y a pas les crédits. Il y a la colonne des revenus, mais il n'y a pas la colonne des dépenses. L'opposition trouve ça très étonnant et s'insurge. Finalement, face à la grogne, puis dans le contexte, Pauline Marois va déclencher des élections quelques jours plus tard. On repart en campagne. Donc, la plateforme électorale du Parti libéral amène plusieurs idées pour éliminer le déficit. Philippe Couillard promet une réforme en profondeur de la fiscalité et puis la mise en place d'une commission dans les prochaines semaines suivant l'élection, commission aussi permanente sur la révision des programmes. Les libéraux de Philippe Couillard, évidemment, sont élus. Et littéralement, le lendemain de l'élection, Luc Godbout et Claude Monmarquette reçoivent un coup de fil de Daniel Johnson fils. Ils s'occupent de la transition du gouvernement. Ils sautent tous les deux dans le train, ils se croisent par hasard, ils ne savent même pas qu'ils s'en vont à Québec pour la même raison. En fait, on leur demande de plancher sur un rapport sur l'état des finances publiques. Claude Monmarquette, il n'avait même pas son ordinateur. Mais c'est pas grave, ils s'installent tous les deux dans une chambre d'hôtel, puis ils se mettent à travailler, puis quelques semaines plus tard, il va y avoir un rapport qui fait le bilan des finances publiques du Québec. Ouf!
Mais là, pour éviter d'avoir à refaire ce genre d'exercice-là en toute hâte, chaque fois qu'un gouvernement prend le pouvoir, le rapport Godbout-Monmarquette va plaider pour la mise en place d'un rapport préélectoral. Ça va se faire. Depuis 2015, le ministre des Finances, maintenant, doit préparer un rapport sur l'état des finances publiques, ouvrir ses livres aussi au vérificateur général qui met son sceau, en quelque sorte, puis qui détermine si les hypothèses tiennent la route. Et cet exercice-là permet à tous les partis politiques de présenter un cadre financier à partir des mêmes bases. Donc, c'est vraiment une belle avancée parce que de cette façon-là, les partis ne peuvent plus nous faire le coup classique du trou. Ça, c'est, vous savez, quand le parti qui prend le pouvoir dit « Ah, on ne pourra pas respecter nos promesses parce que, voyez-vous, on a découvert un trou. » Et ça lui permet de renier ses promesses en mettant le blâme sur le gouvernement précédent. Aujourd'hui, tout le monde travaille avec les mêmes chiffres, avec le sceau du VG. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais dans le rapport de Godbout-Monmarquette, il y a aussi une recommandation formelle de dire, lançons 2 commissions. C'est en quelque sorte leur acte de naissance. Donc, on arrive au printemps 2014. Le premier ministre Couillard parle clairement de ces 2 commissions-là dans son discours d'ouverture à l'Assemblée nationale. Il met la table pour la commission sur la fiscalité, disant qu'il faut que la fiscalité demeure équitable, encourage davantage le travail, l'effort, l'investissement, la création d'emplois. Il jette aussi les bases du mécanisme de révision permanente en disant que c'est surtout une culture d'évaluation permanente des programmes qu'on doit mettre en place dans nos services publics. Il propose aussi l'idée du cran d'arrêt sur les dépenses du gouvernement. L'objectif, c'est qu'aucun nouveau programme va être autorisé sans la réalisation d'une économie équivalente ailleurs dans l'appareil de l'État. Et puis, il dit, nous savons que les programmes gouvernementaux et les organismes publics sont toujours créés avec les meilleures intentions. Nous savons aussi que sitôt créé, un programme devient un acquis et que sitôt formé, un organisme tend à grandir. Dans son discours, le premier ministre pose un diagnostic assez grave sur la situation du Québec, puis je pense que ça peut être intéressant de vous en lire quelques extraits. Il dit, par exemple, « Nous avons tendu au maximum les élastiques de l'endettement et de la fiscalité, mettant en péril notre compétitivité par rapport à nos voisins. Les vraies réformes ont été repoussées parce que ce Parlement était divisé. Ce qui aurait été souhaitable de faire il y a 15 ans, ce qui aurait été nécessaire de faire il y a 10 ans, devient aujourd'hui une urgence. L'heure n'est plus au changement cosmétique, il faut agir de façon ferme et décisive. Nous effectuons présentement des compressions pour contenir le déficit, mais il faut se sortir de ces contorsions annuelles de plus en plus pénibles. Elles déçoivent les citoyens, elles démobilisent les employés de l'État, elles déstabilisent les organismes publics. Apprenons aussi ensemble que la démonstration d'un besoin ne signifie pas l'engagement automatique de l'État, que si un nouveau programme doit être créé, il n'a pas à être le plus généreux ou le plus coûteux pour que notre sens de la solidarité soit démontré. Moi, je dirais qu'il y a quand même plusieurs de ces constats qui sont encore vrais, peut-être encore plus vrais aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Comme je vous disais en démarrage de présentation, c'est un peu le jour de la marmotte. Mais restons en 2014. Carlos Letao prend le gouvernail aux finances. Les finances publiques tanguent. Ça n'a pas fait les manchettes, mais le grand argentier a dû se débattre avec les agences de crédit qui menaçaient le Québec de décote. Ça aurait été très néfaste. De son côté, Martin Coiteux devient président du Conseil du Trésor. Dès son arrivée, il se met en quête de données. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le gouvernement, à ce moment-là, ne savait pas combien de travailleurs il y avait à l'emploi du gouvernement dans l'ensemble de l'administration publique. Donc, la faiblesse des données, ça reste un des talons d'Achille du gouvernement encore aujourd'hui et ça rend la tâche difficile pour les experts qui veulent évaluer l'efficacité des dépenses fiscales et des programmes publics. Donc, les 2 commissions se mettent en action, produisent des rapports étoffés, des centaines de pages, mais beaucoup de leurs recommandations sont restées sur les tablettes. Dans le cadre de la commission sur la fiscalité, le grand redosage impôts personnels et puis taxes à la consommation n'a pas été fait. Le panel ce matin sur le sujet va avoir l'occasion de mesurer vraiment tout ce qui a été accompli ou pas. Mais on peut déjà dire que quand même le grand ménage des crédits d'impôt qu'on mettait de l'avant n'a pas été accompli
ou enfin si peu, c'est pas demain la veille qu'on va faire notre déclaration de revenus sur une carte postale. Ou peut-être en envoyant un texto comme en Suède, parce que c'est plus moderne qu'une carte postale. Dans le cas de la commission permanente sur la révision des programmes, certaines recommandations sont restées lettres mortes parce que c'est difficile à vendre aux électeurs, notamment dans le cas des garderies. Il y avait un mécanisme intéressant qui avait été proposé, mais peut-être un peu plus complexe. Et puis, je pense qu'il faut dire aussi que la commission permanente n'a eu de permanent que le nom, même si c'est un exercice d'évaluation en continu qu'on aurait mérité d'avoir. J'ai l'impression que c'est comme un peu comme un arbuste qu'on veut tailler un peu à chaque année pour qu'il repousse plus fort et qu'il fasse plus de fleurs. Ça serait plus utile de procéder comme ça que d'arriver d'un coup sec et de couper l'arbuste au ras du sol. Donc, voilà. On aura aussi des panélistes qui pourront nous en dire plus là-dessus. Mais tout ça pour dire que le gouvernement Couillard est quand même parvenu à rétablir l'équilibre budgétaire, non sans être fait taxer de austérité ou rigueur budgétaire, à savoir le vocabulaire a causé toutes sortes de maux de tête à ce moment-là. Mais quand la CAQ a pris le pouvoir, chose certaine, le ministre des Finances, Éric Girard, a hérité de finances en santé. Il a toujours eu le chic de reconnaître qu'il avait hérité d'une situation saine, mais il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de trou. Mais aujourd'hui, avec un déficit record de 11 milliards, on peut se demander si Éric Girard va être en mesure de laisser des finances publiques en aussi bonne santé que quand lui est arrivé au pouvoir. En tout cas, l'effort va être considérable. On annonce des coupes, évidemment, en santé, 1,5 milliard pour réduire le déficit structurel. Et puis, c'est probablement qu'un début. Mais pourtant, je pense que la population ne le réalise pas nécessairement. Ça n'a pas été, l'effort requis n'a pas nécessairement été communiqué tant que ça. La CAQ mise sur un taux de croissance des dépenses de 2,2 % pour les 4 prochaines années. Après inflation, c'est pratiquement un gel dont on parle pour 4 ans. Il en a fallu beaucoup moins pour qu'on parle d'austérité en 2014-2015. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir une prise de conscience peut-être brutale de la part de la population. Nous, ça nous a amené à la presse à nous poser la question: est-ce que le Québec a encore les moyens de son État-providence? On a fait une série qui s'est terminée justement hier, une série sur 2 semaines, parce que je crois que c'est une question majeure qu'on doit tous se poser, qu'on est mûr au Québec pour se parler dans le blanc des yeux. Ça ne veut pas dire là, de faire des coupes à la Trump, rassurez-vous, mais on est à l'heure des choix. Et je pense qu'on doit être constructif et on doit, c'est pas en mettant les enjeux sous le tapis qu'on va réussir à se réinventer. Alors, j'ai très hâte d'entendre toutes les personnes qui vont s'exprimer aujourd'hui. J'espère qu'il y aura des pistes de solutions, de réflexion. Et puis, je vous laisse la parole.